Le stockage des données est le b.a.-ba de nos infrastructures. Et il a longtemps été un domaine coûteux et complexe où obtenir une LUN pour émettre des données prenait un temps considérable. Mais en partie sous l'impulsion du cloud, les usages et les attentes ont considérablement changé ces dernières années. En effet, là où nous avions pris l'habitude de faire les choses manuellement, comme d'étendre un système de fichiers, de mettre en place du RAID ou encore de chiffrer la donnée, nous attendons aujourd'hui que toutes ces choses soient faites de manière automatique, en jouant simplement sur des paramètres de configuration. Par ailleurs, les systèmes distribués, qu'il s'agisse de bases de données ou de Kubernetes, poussent encore plus loin ces exigences, notamment en termes de performance. Qui aujourd'hui voudrait voir son débit ou ses I/O limiter l'expérience utilisateur de son application? Pour en parler avec moi, je reçois Gabriel Ferreira, directeur technique chez Pure Storage France, qui met également en lumière un autre aspect du stockage, le stockage evergreen. Gabriel, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En guise d'introduction, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Pure Storage? Oui, bien sûr. Donc, Pure Storage est un éditeur, fournisseur de services et constructeur d'équipements IT d'origine américaine. Alors, on est né sur la côte pacifique, donc dans la Silicon Valley. Il y a à peu près une dizaine d'années autour des plateformes de données 100% flash. Alors, Pure Storage a gagné à être connu pour la démocratisation du flash dans le data center pour tous les workloads. Il y a une dizaine d'années, le coût du flash ne permettait pas de l'étendre à beaucoup de workloads, mais de le limiter à des workloads les plus critiques nécessitant le plus de performance. Donc à cette époque-là, le disque était très nettement majoritaire à 98-99% et on utilisait 1 ou 2% de flash pour des workloads précis. On a voulu changer la donne et étendre l'usage du flash à le plus de workloads possible. Donc on tend vers le 100%. Et ce qu'on a fait pour rendre viable économiquement la chose, parce que le flash aujourd'hui, tout le monde en achète, tout le monde en utilise, mais il y a 10 ans, faut savoir que c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. On a introduit dans le stockage primaire la déduplication et la compression en ligne qui étaient réservées à d'autres techniques comme les appliances de sauvegarde notamment. Donc Pure Storage est connu là-dessus, mais ce que les clients retiennent finalement après 10 ans, aujourd'hui tous les fournisseurs, tous les confrères proposent des plateformes de données 100% flash, y compris avec un petit peu de déduplication compression quand ça marche. Peut-être pas à la hauteur avec l'efficacité de Pure, mais ils en proposent tout de même. Ce qu'ils en retiennent les clients, c'est vraiment un produit de nouvelle génération, accessible 100% en API, etc. Mais c'est surtout le mode de consommation, c'est ce qu'on appelle l'evergreen, une architecture qui est évolutive, c'est-à-dire le client n'a plus besoin finalement d'anticiper ses achats et d'acheter pour 5 ans plus gros que ce qu'il a besoin, parce que c'est premièrement un mauvais achat technologiquement, parce qu'il se prive des évolutions technologiques des prochaines années, à 18 mois, 24 mois, il y a des choses nouvelles, ils pourront pas en bénéficier parce qu'ils auront déjà acheté la capacité et performance, tout ce qu'il leur faut pour satisfaire les besoins sur 5 ans. Économiquement, c'est un mauvais deal également parce que ils sortent du cash et finalement ils naviguent un petit peu à vue, ils ont pas forcément visé juste et ils bénéficient pas de la baisse de coûts de production des composants chaque année. Et puis finalement, au bout de 5 ans, ils s'aperçoivent qu'ils ont un équipement IT. Alors ici du stockage, mais ça pourrait être n'importe quel équipement IT
qui est obsolète, qui est usé, fatigué, qui est plus aux normes, etc. Donc ils finissent par le jeter et en racheter un autre, ce qui est pas franchement très green, tout ça, et qui rend plus complexe les opérations de migration de données, de réinstallation d'applications, etc. Tout ça, ça enquiquine les opérationnels. Ils ont bien compris que passer sur un autre modèle type Evergreen vous permet de faire évoluer votre équipement IT, mais uniquement par morceaux, c'est-à-dire vous avez besoin de plus de puissance, plus de capa, plus de fonctionnalités, plus de réseau, voilà, vous ne changez, vous êtes pour faire l'analogie avec un smartphone, vous ne changez que l'écran, que le CPU, que l'appareil photo, etc. Mais on évite aujourd'hui de racheter un smartphone et de réinstaller toutes ces applications et de migrer toutes ces données. Franchement, on pourra plus continuer à faire ça très longtemps vu la crise environnementale qu'on subit. Il faut que les fournisseurs proposent au marché des solutions qui sont beaucoup plus modulaires et puis évolutives et qu'ils arrêtent avec leurs obsolescences matérielles qui forcent finalement les clients à rentrer dans ce cycle infernal de rachat tous les 5 ans. Donc c'est ce que finalement les clients retiennent. La technologie, ça tourne, l'innovation est là, etc. Mais ce qu'ils retiennent au bout de 6 mois, c'est ce mode de consommation qu'on a calqué un petit peu sur le cloud. Le cloud a bien fonctionné justement avec cette notion de pay as you grow. Je ne paye que ce que je consomme et je suis pas enquiquiné par je peux évoluer tout le temps, je peux rajouter. On me dira Benjamin, non, il faut tout racheter. Voilà. Donc on est dans cette ère là et bon, je crois que les clients ont compris que on a changé de siècle. Quand tu parles de stockage de nouvelle génération, parce que là il s'agit de baies de disques modulaires, très modulaires, dont on peut changer chaque composant, mais est-ce que cette nouvelle génération de stockage dont tu parles, est-ce que c'est uniquement la modularité des composants ou c'est la façon aussi d'accéder à ce stockage? Alors c'est une architecture donc modulaire et stateless, c'est-à-dire que chaque composant n'a pas d'état et si on veut le faire évoluer, le remplacer, simplement voilà, il faut le déconnecter et remettre un autre. Donc technologiquement, c'est fait pour que ça soit totalement transparent au niveau opérationnel. Il n'y a pas d'interruption de service, il n'y a pas de baisse de charge. Bref, l'utilisateur ne voit rien, ne voit pas ce qui se passe en backstage. Et ce qui permet de faire bénéficier des nouvelles technologies. Par exemple, des clients ont pu bénéficier, sans tout devoir racheter, du passage entre SAS et du NVMe, ou des nouvelles générations de mémoire plus denses et moins coûteuses. Et ça, sans changer l'équipement. Imaginez en fait votre cafetière, ou voilà, Nespresso ou autre, et on vous dit voilà, vous ne serez, monsieur le client, vous ne serez jamais obligé de jeter votre cafetière entière. Vous pourrez changer de café, de taille de café, faire plus de café, etc. Et on vous garantit l'évolutivité à vie finalement. Et vous ne paierez pas une maintenance plus chère ou bref, on ne fera rien. On vous forcera jamais à changer tout un équipement. Voilà, parce qu'opérationnellement c'est plus sympa, il y a moins de choses à faire, c'est plus tranquille. Et l'informatique, c'est un service avant tout aux utilisateurs. Il faut qu'il soit le meilleur possible. Donc ça se ressent sur la qualité de service aussi. Ce que je voulais aussi pointer du doigt, c'était est-ce que pour accéder à la data aujourd'hui, est-ce que c'est toujours de la fibre ou est-ce qu'on utilise d'autres protocoles pour accéder à ces baies de stockage? Alors tu mentionnais tout à l'heure les disques, donc les disques durs, hein, moi j'appelle ça les disques mécaniques, voilà qu'on utilisait le siècle passé. D'ailleurs à la maison, je pense que plus personne n'utilise ces disques mécaniques. On est tous en mémoire passés aux mémoires NAND et NOR, entre autres. Effectivement, qui dit disque dit le protocole qui va avec et le protocole et l'interface. Donc généralement les disques mécaniques avaient une interface de type SAS le plus souvent. On a vu d'autres interfaces mais qui n'ont pas beaucoup perduré. Et le protocole, c'est un protocole SCSI, enfin
c'est du SATA, mais c'est du SCSI qui a été inventé pour le disque mécanique, qui lui-même a remplacé la bande magnétique avec d'autres modes d'accès et protocoles. La mémoire, effectivement, fonctionne très différemment d'un disque mécanique. Il n'y a plus de pièces amovibles, il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de tête. Voilà, donc il y a moins de contraintes sur ce type de support, mais ce support-là fonctionne foncièrement différemment du disque mécanique. Et du coup, au tout début, avec les SSD, pour un souci d'efficacité, de simplicité, les fournisseurs, donc les équipementiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un SSD, mais qui a l'air d'un disque dur. Ce qu'on a fait, c'est exactement la même histoire qui s'est produite quand le disque a remplacé la bande magnétique. On a commencé à faire des disques magnétiques et à les simuler en tant que bande. Mais rapidement, les clients ont dit, bah, le disque mécanique avait d'autres propriétés très intéressantes par rapport aux bandes, et c'est exactement la même histoire qui s'est passée. Les clients ont vu que la mémoire flash avait d'autres propriétés, notamment l'accès en parallèle quasiment instantané par rapport au disque mécanique, donc des latences bien plus intéressantes. Et donc du coup, les fournisseurs ont travaillé sur un autre protocole. Et ce protocole, c'est le NVMe Express, donc le Non-Volatile Memory Express. Donc ça, c'est un protocole. Et ce protocole-là, on l'a porté donc sur du PCIe en premier, donc les bus des machines, et puis on l'a porté également sur de l'Ethernet, on l'a porté sur du Fiber Channel Protocol en couche transport ou côté matériel. Donc aujourd'hui, la technologie, le summum de la technologie, c'est d'avoir le NVMe Express over PCIe en interne sur une machine, et puis en front-end, quand on expose ce protocole à un serveur, donc quand le stockage expose ça à un serveur, le faire en NVMe over Ethernet ou over FC, la fibre, afin que le client puisse continuer à amortir son réseau fibre, Fiber Channel, avec ses switches Fiber Channel ou Ethernet. Aujourd'hui, les besoins de stockage ont peut-être changé, notamment avec l'arrivée de cubes ou même des VM. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un stockage qui puisse bouger d'une machine à une autre, un stockage qui soit virtualisé lui aussi, qui est peut-être plus facile à adresser par-dessus de l'Ethernet que par-dessus de la fibre. Oui, tu as raison, on voit chez de très nombreux clients les conteneurs arriver, soit au-dessus soit avec une couche hyperviseur ou pas. Et effectivement, le paradigme change et il y a un gros impact au niveau des plateformes de données. On voit effectivement, comme on est en mode distribué, on ne concentre plus, donc les entreprises ne nous demandent plus de concentrer tous les workloads sur une seule machine, parce que leur informatique devient distribuée, comme tu disais. Donc, pas rare de trouver des clients qui sont sur 3 plaques continentales et avec une activité en continu. Donc, on voit ce morcellement et cette tendance-là avait été amorcée il y a déjà maintenant pas mal d'années avec des règles qu'on voyait pas mal dans beaucoup de boîtes, c'est-à-dire ne pas avoir plus d'un quart des données d'une application sur un même équipement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est même encore un peu plus éclaté, c'est-à-dire que les clients ne se soucient plus, ils mettent au point des règles de service, et ensuite ils achètent tout un tas de plateformes, peu importe qu'ils en aient 5, 10 ou 30. Finalement, on est sur un mode d'allocation de provisioning automatique, et par contre, il faut que l'intelligence elle remonte tout en haut. Et on n'a plus ce besoin d'avoir tout centralisé sur la même plateforme de données. Cette plateforme, elle peut être distribuée et donc sous plusieurs morceaux et éventuellement sur des plaques géographiques différentes. Ceci dit aussi que
Quand on éclate quand on distribue comme ça les charges, on peut se retrouver, on augmente la pression sur donc l'activité, hein, les IO, hein, les entrées-sorties, et on peut facilement mettre à genoux n'importe quelle plateforme de n'importe quel fournisseur. C'est assez rapide. Donc d'où l'intérêt de démultiplier le nombre de petits pains pour gagner en puissance. Donc ça va dans le bon sens aussi. Je te rejoins sur le fait que on considère aujourd'hui que le stockage, c'est une commodité qui est assez abstraite. Cela dit, donc, va falloir que tu revoies avec moi quelques-uns des concepts que j'avais, parce que sur le stockage, je suis assez vieux jeu. J'ai encore en tête le RAID, les baies multitières et tout ça. Donc, j'imagine que ces choses-là n'existent plus. Mais quel service aujourd'hui est-ce qu'on demande à une baie de stockage pour satisfaire les besoins? Quels besoins ont plutôt les clients par rapport au stockage quand il est distribué? Je dirais avant tout la résilience, de la disponibilité de la donnée. Ce que les clients ne souhaitent pas, c'est de perdre, avant tout de perdre leurs données, hein, donc ça c'est très important. Et puis il faut que leurs données soient accessibles à tout moment. Voilà, donc il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place, qui existent depuis du coup très très longtemps, depuis le siècle dernier. Il faut continuer avec ces bonnes pratiques. Après, ce qui change avec ces nouveaux environnements et ces nouvelles solutions, c'est effectivement la machine accomplit de plus en plus de tâches qui étaient faites auparavant manuellement. Effectivement, tu fais référence au RAID. Voilà, il y a encore pas si longtemps, l'administrateur devait regarder, considérer les aspects performance, les aspects sécurité, etc. pour définir un type de RAID et derrière dimensionner le bon nombre de disques, le type de disque, etc., etc. Bon, tout ça maintenant c'est fini. C'est la machine qui va gérer ces aspects-là, et je dirais même c'est la machine qui fait un meilleur travail que l'humain, c'est-à-dire que la machine doit détecter que tel périphérique commence à présenter des signes de faiblesse à 3 heures du matin et prend la décision de bouger des workloads avant une panne. Voilà, donc ça c'est l'avantage de la machine par rapport à l'homme, c'est qu'on n'a pas besoin d'être réveillé à 3 heures du matin pour se rendre compte du problème. Alors déjà, il faut s'en rendre compte, ce qui est pas facile. Et puis ensuite, il faut activer la procédure, etc. Donc, le boulot, je dirais, des administrateurs IT a évolué. On vit une formidable transformation. C'est une page qui se tourne dans l'informatique. Les administrateurs sont là pour régir des règles, mettre en place des règles, et ensuite il y a un automatisme à toutes les couches qui est là pour faire le boulot. Donc il n'est pas rare d'avoir des clients qui nous disent bon voilà, 80% des tâches que j'accomplissais dans le passé sont devenues du jour au lendemain caduques. Bon ça c'est un peu violent comme choc. Ça veut dire que le RAID aujourd'hui existe toujours. On fait toujours de la réplication de données dans les baies, mais qu'elle est plus gérée par des humains. Donc, la machine va configurer le meilleur RAID possible, ou alors on parle plus de RAID, on parle de réplication. C'est d'autres termes, c'est d'autres méthodes. Alors, la réplication, ça fait partie des bonnes pratiques, hein. Donc, généralement, ce que les clients souhaitent, c'est avoir au moins 2 copies en ligne avec 2 salles machines ou 2 data centers actifs, c'est-à-dire, si j'ai un incendie, une panne électrique ou une erreur humaine et j'ai toute ma salle qui tombe, j'ai aucune perturbation et l'activité continue sur la salle survivante ou le data center survivant. Et puis une troisième copie du coup beaucoup plus loin pour être actif. Il y a des problèmes de latence qui font que on peut pas être éloigné à plus que quelques dizaines de kilomètres. Mais effectivement, s'il y a un avion ou que sais-je qui rendent les 2 salles machines du même campus ou les 2 data centers inutilisables, il me faut quand même
un troisième jeu de données qui est généralement beaucoup plus loin, à quelques centaines de kilomètres. Et compte tenu de la distance, on ne peut être qu'en asynchrone. Mais ça, c'est vraiment en cas de désastre. Si ça arrive, on a d'autres problèmes pour remonter le business. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre des données. Donc ça, ces best practices-là sont pas caduques, hein, c'est toujours d'actualité. Effectivement, ce qui change, c'est par exemple, alors il y a des systèmes qui utilisent encore du RAID, d'autres qui sont passés parce qu'ils sont fortement scalables, plutôt en data erasure, donc plus en mode dans le mode distribué, des environnements distribués. Mais par exemple le RAID, oui, il y a encore des systèmes qui font du RAID, mais du RAID par exemple dynamique. Je te parlais tout à l'heure de la compression et la déduplication. Si une donnée est fortement dédupliquée, tu comprends qu'elle n'a pas forcément la même criticité qu'une donnée qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si je perds ce bout de donnée-là, c'est une corruption fois 20, fois 50, fois 1000. Donc, du coup, cette donnée-là, vaut mieux augmenter le niveau de RAID pour que je sois sûr, vraiment sûr, si j'ai une panne, deux pannes, trois pannes, quatre pannes, cinq pannes de suite, je perds pas la donnée. Et ça, c'est bon des techniques de RAID dynamique, c'est-à-dire qu'on augmente la parité uniquement sur une partie des données et selon un contexte donné. Voilà, donc les choses ont beaucoup évolué depuis le siècle dernier où on faisait de la parité fixe. Et puis pour de la donnée, bon voilà, quand l'administrateur il disait bon bah moi je veux faire, j'ai besoin de performance et de sécurité, bon allez je mets tout en RAID 10, mais finalement dans le lot de données on finissait par y mettre des archives ou des copies ou des backups qui n'ont absolument pas besoin de ce niveau de redondance et donc qui coûtent cher. Bon bah ça la machine est capable de détecter, est plus à même de détecter ces choses-là que l'humain et d'être plus fin et finalement de fournir un meilleur service que l'humain pouvait faire en fait. Hein. Voilà. Quand tu dis que c'est la machine qui détecte ça, donc j'ai différents jeux de données et la machine va détecter lesquels ont plus de criticité que d'autres. Ça veut dire que quoi? Il y a une partie de machine learning qui est dans le software qui va connaître certains patterns, être en mesure de faire des choix en fonction de l'usage de la donnée. La criticité, je ne sais pas comment elle est en mesure de l'évaluer elle-même. Comment ça va? En fait, on va définir un peu voilà, ça c'est un indice de production, ça c'est un indice de test. Comment la machine va pouvoir faire la différence et se dire, là j'ai une haute criticité sur ma donnée, là elle est moindre. Bah, il faut quand même que l'humain puisse régir des règles, c'est-à-dire puisse définir bon bah là voilà j'ai un jeu de données, là j'ai ma prod, là j'ai ma pré-prod, là j'ai ma zone de test, etc. Mais au-delà au-delà donc par rapport à ces règles, bah voilà les machines mettent en place le bon niveau de règles, le bon niveau de réplication, de snapshot, etc. Mais au-delà de ces règles-là, il y a donc je citais tout à l'heure, par exemple, quand une machine détecte une défaillance et il y a un warning sur un composant, etc., avant qu'une panne arrive, eh bien, la machine peut déplacer la donnée. Ou alors, par exemple, sur des critères, voilà, il y a une donnée qui n'a pas été accédée depuis plus de 6 mois. Quel est l'intérêt économique de la laisser sur une plateforme ultra performante? Est-ce qu'elle ne peut pas être dégradée, c'est-à-dire mise sur une plateforme un peu moins chère et un peu moins performante? Bon, c'est du tiering qu'on connaît, qui n'est pas nouveau, mais qui peut se faire aujourd'hui entre machines ou entre environnements, ou par exemple entre l'on-prem et le cloud public, ou un service managé, ou etc. Donc il faut des data movers intelligents qui puissent prendre en compte en entrée des règles régies par les administrateurs, et puis ensuite il faut que les machines soient les plus automatiques possibles pour fournir un service. Donc dans cette évolution du stockage, il y a une grosse évolution du matériel, tu l'as parlé avec l'arrivée des disques NVMe, mais il y a aussi une grosse partie de software. Donc j'imagine que c'est là peut-être qu'il y a le plus d'enjeux, c'est à produire le meilleur software pour gérer tous ces aspects. Oui, là tu abordes un point vraiment essentiel, c'est-à-dire que
on voit il y a deux écoles. C'est soit vous êtes un peu plus SDS, c'est-à-dire que vous considérez que le matériel, le serveur, le disque, le SSD, etc., bah finalement, il n'y a pas trop de différence et tout est pareil, etc., et que la plus-value, elle doit être uniquement logicielle et on doit banaliser tout le hardware. Okay, donc c'est une première approche. Il y a la deuxième école qui est de dire non, ça c'est pas optimisé parce que entre deux disques, deux SSD, etc., vous avez des différences et c'est un mauvais service qu'on rend au client final parce que finalement l'éditeur de logiciel, lui, va tester certains périphériques, etc. Il va mettre son tampon. Mais qui fournit le support de tout? Là, c'est un mauvais service que vous rendez. Pour moi, c'est mon opinion. Le client, j'ai vu des clients qui doivent se débrouiller parce que finalement, il y a un petit changement dans le firmware d'un disque, etc. Et les gars, ils peuvent pas acquérir des compétences de microélectronicien etc. pour voir les subtilités et pour voir que finalement, bah, il y a un problème, il y a un bug, ça marche plus, c'est tombé en panne, et parce que j'ai mis à jour un truc, etc. Donc, je crois plutôt, et c'est ce que fait Pure Storage, c'est d'avoir du matériel optimisé. C'est-à-dire que dans une carte électronique avec de la mémoire flash, vous avez uniquement des composants qui nous sont utiles. Versus, je mets des SSD dans une machine et j'utilise, bah finalement il y a des composants que j'utilise pas. Et puis finalement, dans le SSD lui-même, il y a du logiciel. Et il faut que je l'intègre et il y a certaines incompatibilités et quand j'upgrade le logiciel du SSD, finalement j'ai des phénomènes avec le reste de ma baie, etc. Donc ça c'est vraiment synonyme de problème pour le client. Et aujourd'hui on a une ère où le temps où les équipes sont restreintes, on a de plus en plus le périmètre s'est élargi, etc. Le temps est compté et on peut plus aller à ce niveau de détail. Donc, il nous faut vraiment des solutions qui soient extrêmement bien intégrées, extrêmement fiables. Donc, pour ça, la seule solution, c'est d'avoir du hardware optimisé pour le soft. Donc, quand on regarde, par exemple, un Pure Storage, où la très, 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 très grande majorité de la R&D est composée d'ingénieurs logiciels. Donc, oui, il y a des ingénieurs hardware qui font de la conception, etc., mais le moindre petit matériel est bourré de logiciels à l'intérieur, évidemment. Donc on fait nos propres cartes mémoire et il y a des firmware au niveau de la CPU, de la carte mémoire et il y a de la CPU. Et donc il y a différentes couches de logiciels jusqu'au logiciel qui est proche du composant lui-même, le composant mémoire en l'occurrence. Si je comprends bien, ta vision, c'est comme Steve Jobs, de dire qu'il faut de la verticalité et que les personnes qui font le hardware doivent être les mêmes qui font le software qui va dessus pour éviter la majorité des problèmes. En tout cas, il faut qu'ils travaillent de concert parce que si chacun travaille de son côté, bon, il y a des effets un petit peu indésirables et c'est le client qui paye, qui paye les déboires. Une question aussi que je me pose sur le stockage, toujours, évidemment, on est en recherche de performance. Comment aujourd'hui est-ce qu'on mesure la performance du stockage? Moi, je suis resté sur le principe des IOPS. Donc, est-ce que c'est toujours les IOPS qui sont la mesure reine pour évaluer la performance d'un stockage ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a différentes métriques de performance. Donc, l'IOPS, c'est le nombre d'entrées-sorties. Donc ça, c'est un premier métrique de performance. Oui, c'est important quand le client veut consolider un certain nombre d'applications sur le même équipement. Donc, vous avez plusieurs applications qui travaillent en même temps, c'est-à-dire qui lisent et qui écrivent en même temps. Donc, il faut que l'équipement puisse satisfaire un grand nombre d'entrées-sorties. Ok. Donc voilà, donc ça c'est, je dirais, dans une bataille, c'est le nombre de soldats. Alors ensuite, vous avez le débit. Le débit, par exemple, la nuit, on fait ses sauvegardes et on a besoin de beaucoup de débit, de bandes passantes énormes,
parce que ça, l'objectif du backup, c'est de sauvegarder le plus vite possible et puis restaurer aussi le plus vite possible. Donc ça, c'est la bande passante. Donc si je reprends mon analogie de soldats, c'est le nombre de soldats qui est à côte pour la bataille. Et puis ensuite, il y a un troisième paramètre qui est la vitesse d'accès, qu'on appelle la latence. La latence est beaucoup plus utilisée en réseau, mais l'est également en stockage. Donc c'est chacun des soldats, donc chaque IO, chaque entrée-sortie, doit s'exécuter le plus rapidement possible. Donc là, il faut que chaque soldat soit le plus véloce possible pour accomplir sa mission. Et c'est là où se distingue effectivement le flash, c'est-à-dire que le nombre d'accès concurrents est beaucoup plus important que sur du disque mécanique. Donc on a beaucoup plus de fils pour traiter les IO. Donc oui, on peut traiter plus d'IO, mais beaucoup de clients finalement ont relativement peu d'IO parce qu'ils consolident peu d'applications finalement, et donc ils vont privilégier plutôt la latence, la vitesse d'exécution aux IO. Donc c'est pas parce qu'un client a peu d'applications que finalement il doit avoir une latence moins bonne. Donc voilà, donc il faut que ces paramètres, ces différents points soient dissociés, c'est-à-dire que il faut pas que la latence soit en fonction de l'IO soit en fonction de la latence, et puis le débit en fonction de l'IO lui-même. Il faut que ces trois paramètres soient totalement décorrélés. On peut trouver des clients, des PME par exemple, qui ont, c'est pas parce que on a une PME qu'on n'a pas un logiciel critique. Il faut pour le business, et il faut des temps d'accès qui sont rapides. Néanmoins, j'ai pas besoin d'une grosse armée, j'ai pas besoin de débit, et j'ai pas besoin de faire un nombre d'IO très élevé. Mais il faut que le peu d'IO que je fais, il faut qu'il soit exécuté le plus vite possible. Donc là, c'est la latence qui importe. Pour des clients qui sont beaucoup plus gros et qui ont beaucoup plus d'applications à consolider, donc il faut oui que la latence soit très très bonne, mais il faut qu'en plus avoir un nombre d'IO plus conséquent. Et puis plus on écrit et plus on a de données à sauvegarder. Donc là, effectivement, il faut des bandes passantes qui sont en fonction de l'activité du client aussi. Moi, je m'imaginais qu'avec l'arrivée de Kubernetes et aussi de la persistance dans Kubernetes qui commence à être beaucoup employée, je pense que les IO jouent une grosse partie aujourd'hui quand même, dans le sens où on commence à avoir énormément d'applications qui vont aller taper au même endroit, non? Ah oui, clairement, on le voit. Tu as beaucoup de conteneurs déjà stateless, et puis des conteneurs stateful où on peut créer un volume avec très très peu de data dedans, et on peut démultiplier le nombre. Comme le provisioning est en automatique, tu peux avoir la création de milliers de volumes à la seconde, et ça peut être une grosse contrainte pour les plateformes de stockage. Et donc là, oui, on est sur des environnements où tu as énormément d'IO et finalement peu de data. Donc tu as besoin, oui, d'une latence extrême. Finalement, t'as pas forcément besoin de beaucoup de débit. Oui, c'est surtout ça qu'on voit. Moi, ce que je vois, c'est cette capacité à créer des milliers de volumes à la seconde, alors que au siècle passé, c'est l'administrateur qui créait les volumes manuellement. Bon, bah là, il est totalement dépassé. Il faut que la machine puisse créer un très très grand nombre de volumes, les supprimer derrière, etc. Et puis conserver la correspondance, puisque le problème, c'est ça avec Kubernetes, c'est que quand un conteneur meurt et il renaît à côté, il faut qu'il puisse retrouver ses datas. Donc, il faut qu'il y ait une intelligence qui va jusque tout en bas au niveau de la plateforme de données, et puis qui remonte tout en haut. Et tout ça, il faut que ça soit dynamique et extrêmement rapide. Alors, les applications ne sont pas logées toutes à la même enseigne. Et pour une application qui est, par exemple, dans mon environnement de dev, je ne vais pas avoir les mêmes besoins en termes de performance qu'une application qui serait en production. Est-ce qu'il est possible sur ce type de stockage de créer des profils, je vais appeler ça comme ça, permettant de dire
j'ai besoin de consommer moins ici, je sais pas, je vais réduire par exemple, les IOPS, je vais réduire par exemple, la latence. Je sais pas si on fait pour la latence, mais en tout cas avoir différents profils pour avoir, des profils, plus économiques sur des environnements qui ont pas besoin d'énormément de performance à, extrêmement, consommateurs pour les environnements où il y a de la performance qui est requise. Oui, ça c'est quelque chose que les fournisseurs disposent, c'est-à-dire effectivement la possibilité de créer des classes de services et puis avoir de la QoS. Tu peux avoir un environnement de développement et tu peux manuellement dire bon ben cet environnement-là, j'ai besoin de moins de performance que celui de production. Mais dans les faits et par expérience, moi j'ai été confronté à beaucoup de clients où ça a joué un très mauvais tour. Parce que quand tu brides finalement le développement, ben le développeur il voit pas certaines limites, certains bugs, etc. Donc on voit des choses en production qu'on n'a pas vu en dev parce qu'on n'a pas exactement les mêmes environnements, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon service qu'on rend au développement ou à l'intégration, etc. Beaucoup d'entreprises l'ont connu et voilà, ils préfèrent avoir des environnements relativement similaires. Nous, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup plus les équipements délivrent, les équipements sont beaucoup plus sollicités par les devs que la prod, justement. C'est-à-dire justement les devs en profitent pour voir un peu les limites, pour voir les bugs, etc. Et dans la façon de développer. Donc nos systèmes sont beaucoup plus sollicités en dev qu'en prod, malgré ce qu'on aurait pu imaginer. Après, d'autres policies peuvent gérer d'autres aspects, et notamment la durabilité de la donnée, donc sa redondance. Donc là, par contre, peut-être qu'en dev, on n'a pas besoin de la même redondance de données qu'en production, et on va consommer moins d'espace disque du fait de différentes policies. Il y a aussi des aspects en termes de, on en a parlé un peu, de backup ou de protection de la donnée. Clairement, oui, oui, effectivement, on a tendance à dire que le dev a besoin de beaucoup moins de capacité, en l'occurrence que la production, et puis des règles de protection de données un peu plus, enfin moindres par rapport à la production. Donc, on n'a pas besoin forcément de démultiplier le nombre de copies de dev, etc. Mais ça, encore une fois, il faut que les administrateurs puissent mettre en place les règles qui vont bien. Et puis pourquoi pas avoir un dev qui dise non non mes données là sont cruciales, je veux mes 3 copies comme la prod, et j'ai des bonnes raisons pour le demander. En termes de protection de données, est-ce que justement dans le software qui est fourni, est-ce qu'on a, parce qu'on a parlé de backup et donc de débit, est-ce qu'on a des mécanismes de protection de la donnée? Donc c'est la redondance, mais tu l'as dit, c'est donc sur deux sites assez près en synchronisation et sur un site distant en asynchrone pour avoir une copie au cas où on ait un gros désastre sur une région par exemple. Est-ce que on peut aller plus loin? Tu t'as évoqué par exemple le fait d'avoir une copie dans le cloud. Est-ce que ces mécanismes-là sont inclus dans le software? Ah oui, c'est-à-dire que pour moi, il est évident que aujourd'hui, un client, il doit pouvoir bénéficier. Moi, je vois le cloud public comme une extension du data center on-prem. Il faut que je puisse disposer exactement des mêmes solutions logicielles. L'infrastructure peut être propre au cloud provider, mais il faut non seulement que j'aie la même couche logicielle, mais la même façon d'opérer. Je vois le cloud public juste comme une extension, enfin, doit être considéré aussi comme une extension de son data center. Et il y a même des clients aujourd'hui qui n'ont même plus de data center en propre, et tout est dans le cloud public ou en service manager, peu importe, tous les deux. Et donc il faut une certaine mobilité à la data. Il faut que au niveau, faut que les fournisseurs de solutions, fournisseurs logiciels puissent faire en sorte de bouger la donnée d'un endroit A vers un endroit B, etc., le plus simple possible,
et sans y mettre de frein. Je pense que c'est l'avenir de l'informatique, fournir une mobilité extrême aux utilisateurs. Quand on est chez un cloud provider, par exemple sur un bucket S3, on va pouvoir avoir un SLA sur de la durabilité. Oui. Un nombre de neuf, quel qu'il soit, je crois que c'est 11 à peu près aujourd'hui. Comment on fait quand on est on-prem et qu'on a son propre stockage pour établir des indicateurs et des objectifs afin de pouvoir garantir à des clients, si on en a, des objectifs ou même des SLA directement sur ses capacités en tant que fournisseur de stockage. En respectant les bonnes pratiques qui existent. Donc, on a ces bonnes pratiques en termes de disponibilité, d'intégrité de la donnée. Voilà, donc alors, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir le niveau maximum, de, enfin, un grand nombre de copies. On n'est pas obligé d'être en synchrone partout, et synchrone plus asynchrone, etc. Il suffit d'appliquer les best practices qui sont connus là-dessus. Et attention, c'est pas parce que je suis dans le cloud public que tu as parlé de durabilité, mais si j'ai mes données, c'est pas parce que tu es dans le cloud public qu'il faut pas faire de backup, par exemple. C'est pas le cloud provider qui va te faire du backup à ta place. Donc il faut penser à ça. Encore une fois, c'est comme si j'avais un autre data center. Il faut que je mette en place les solutions que je mettais en place dans mes data centers on-prem. Donc il faut que je fasse du backup. Il faut que je fasse aussi de l'actif-actif entre deux availability zones. Ça, c'est pas le cloud provider qui va te le faire à ta place. Donc le boulot de l'administrateur, il n'est pas mort. Il faut qu'il mette en place toute son architecture. Il faut qu'il comprenne en fait comment le cloud provider fonctionne et ce qu'il met à disposition. Et ensuite, il faut caler une architecture par rapport à ça. Mmh. Bon, après, il y a d'autres problèmes de souveraineté, de confidentialité, de sécurité de la donnée, etc. Dans le cloud public, c'est une autre affaire. Nous, en tant que fournisseurs finalement de services, on doit proposer des services aux clients de faire son marché finalement. Alors la donnée aujourd'hui, c'est un enjeu colossal. On parle beaucoup de données parce que on sait bien que c'est de là qu'on va tirer la plupart de notre business. Mais même si on a un petit business, avoir sa base de données avec ses données dedans, c'est généralement capital. La donnée, c'est la base de n'importe quel business aujourd'hui, donc à son infrastructure. À ce niveau-là, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour un fournisseur de données? Quelles sont en fait les attentes du marché concernant un fournisseur de... Donc, par rapport à un fournisseur de stockage, Des solutions de gestion de données, en fait. oui, qu'est-ce qu'ils viennent vous demander aujourd'hui? Quelles sont les attentes des consommateurs? Alors, il y en a beaucoup. Premièrement, comme tu disais, les données croissent à une vitesse exponentielle. Donc, il y a cet appétit. Donc, avec l'IoT, avec tout un tas d'environnements, on produit beaucoup plus de données qu'avant et on va continuer à en produire beaucoup plus. Donc, ces données-là, en bout de chaîne, il faut les stocker quelque part. On parlait du cloud public, on parlait d'on-prem, on parlait de flash, on parlait de disque, etc. Au bout du compte, il faut que cette donnée, elle soit quelque part pour pouvoir la stocker. Donc, faut avoir donc des plateformes qui puissent accueillir ces données. Comme tu disais, peut-être que tous les workloads n'ont pas la même criticité pour le business, etc. Donc, peut-être avoir des systèmes un petit peu différents. Il faut qu'ils soient tous rapides, tous fiables, etc. Mais comme les aspects économiques prévalent toujours sur tout le reste, voilà, aujourd'hui, par exemple en mémoire flash, vous avez des mémoires flash ultra rapides codées en 2 bits ou 3 bits, ce qu'on appelle le MLC ou TLC, et puis des mémoires un peu moins rapides où on code en 4 bits, mais qui sont de toute façon beaucoup plus rapides que n'importe quel disque mécanique et surtout beaucoup moins chers que les mémoires ultra rapides, etc. Et donc ça, on peut avoir un data center 100% silicone avec quand même ce souci économique de ne pas avoir des Ferrari partout, mais avoir un mixte de Ferrari, de Tesla et que sais-je,
pour satisfaire en fait le besoin. Donc oui, les clients demandent beaucoup plus de capacité, ils consomment comme ils n'avaient jamais imaginé consommer. La performance va avec, c'est-à-dire que leurs utilisateurs sont habitués au temps réel. Ils ne comprennent pas qu'on doive attendre 2 secondes une donnée, c'est devenu inimaginable. Alors regardez dans la rue, quelqu'un va retirer des billets dans le distributeur. Je vous garantis que après avoir tapé le code, votre code, si les billets sortent pas dans le quart de seconde qui suit, il y a une émeute, il y a un scandale, ça y est, on m'a pas, les billets sont pas sortis, etc. Donc, le monde est habitué à ce temps réel. Donc, il faut que ces fournisseurs de services soient performants, mais peut-être en introduisant l'ultra performant versus le performant, etc., pour qu'on puisse satisfaire économiquement tous les besoins, mais sans remettre en cause. Alors évidemment, hein, il y a 2 choses qu'il faut éviter, qui restent toujours vraies. Ne jamais perdre la donnée d'un client et faire en sorte que la donnée du client soit toujours disponible. Ça, c'est les 2 critères, quoi qu'il arrive. Que vous soyez développeur ou utilisateur final ou le PDG, etc. Vous avez, voilà, faut qu'il puisse retrouver sa donnée. 2, il faut qu'il puisse y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et très rapidement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pousserait un client à choisir d'avoir une infrastructure on-prem et son stockage on-prem plutôt que d'aller vers une des solutions des cloud providers? Tu veux dire le cloud public ou alors Le cloud public, oui. des services le cloud public? Alors qu'est-ce qui pousse les clients à l'on-prem? Plusieurs choses. Alors j'ai cité tout à l'heure la confidentialité, sécurité de données, premièrement. Deuxièmement, un petit peu la méfiance des coûts, c'est-à-dire ils savent que c'est pas magique, que derrière il y a des hommes et du matériel et que ça va pas coûter forcément moins cher que l'on-prem. Mais c'est justement, alors il faut par contre répliquer les bonnes pratiques des clouds publics. Par exemple, ne payer que ce que je consomme ou avoir des modèles de consommation plutôt orientés OPEX que CAPEX, qui fassent en sorte que les sociétés sortent moins de cash. Donc, un modèle de consommation différent, modèle de consommation comme celui du cloud, mais ça veut dire, pour s'en rapprocher économiquement, qu'il faut mettre en place de l'automatisation à outrance. C'est comme ça que le cloud public s'est imposé, a su satisfaire tous les besoins. C'est à travers une automatisation extrême. Après, il y a les aspects aussi un peu personnels, c'est-à-dire qu'on a l'impression que comme c'est dans le cloud public, j'ai perdu la main, je vais plus avoir mon job, etc. Ben non, comme je vous ai dit, c'est pas le cloud public qui va assurer vos backups tout seul, c'est pas le cloud public qui va faire en sorte que vos données soient répliquées, qu'on applique toutes les bonnes pratiques, etc. Et puis, alors, dernier point, je vois beaucoup de clients qui se disent bon, on a mis en place toutes ces bonnes pratiques, on comprend les exigences, nous, internes de notre boîte, on a une qualité de service, etc. Les utilisateurs, nos systèmes ronronnent. Si on veut passer dans le cloud public, on a peur de tout casser et de ne plus avoir ce niveau de service, justement, que tous ces best practices, toutes ces connaissances internes de l'entreprise soient perdues quand on va dans le cloud public. Donc je vois effectivement aussi beaucoup de DSI à cheval sur ce point, qui est légitime finalement. Donc moi je dirais qu'il y a des avantages en on-prem, il y a des avantages dans le cloud public. Si le cloud public marche bien, c'est qu'il y a un intérêt, il faut l'utiliser. Je crois fortement à ce monde hybride. Donc il faut que chaque client puisse tirer le meilleur de chaque monde. Mais aux fournisseurs de solutions,
de ne pas privilégier l'un versus l'autre et avoir des solutions totalement homogènes, les mêmes solutions, et ne pas avantager plus l'un que l'autre. Ça qui prévaut. Je vois. On n'a pas trop évoqué la sécurité de la donnée. Donc j'imagine qu'il y a aussi des choses qui sont mises en place pour chiffrer la donnée, par exemple, à Trest, ou transporter la donnée de manière sécurisée entre une baie et le host qui va la consommer. Et ça, ces aspects-là, je veux dire, l'actualité ne manque pas malheureusement d'exemples de ransomware, de cyberattaques, de malveillance, etc. Bon, je crois que les fournisseurs ont bien compris que toutes les données, sans exception, doivent être chiffrées. De préférence, il faut que les clés de chiffrement soient changées très régulièrement, au moins une fois par jour, sinon plus, que ce soit géré automatiquement, qu'il y ait des quorums, etc. Faire en sorte que si quelqu'un vole un disque, un SSD, un périphérique, il puisse rien en faire parce que il a pas de clé de déchiffrement et de toute façon il a pas de quorum, il peut pas reconstruire la donnée, etc. Et puis pour éviter, je dirais, toute malveillance interne, parce que malheureusement beaucoup de cyberattaques bénéficient de malveillance interne. Faut le dire. Il faut que même à l'intérieur d'une entreprise ou d'un organisme public, il faut que les administrateurs n'aient pas accès à certaines copies de données qui sont tout à fait cachées dans les systèmes. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut une procédure pour déverrouiller l'accès à ces données. Donc ça évite que c'est pas parce que vous avez mis en place le backup, la copie, que sais-je, etc. Si vous avez quelqu'un de malveillant dans l'entreprise, il vous efface le backup, vos copies, vos snapshots, etc. Et à la fin vos données primaires et vous êtes cuit. Donc ça, je pense que les fournisseurs ont compris et ils font des systèmes avec des copies cachées et qui ne peuvent être déverrouillées que vraiment en cas de désastre, avec une certaine procédure, une procédure vraiment très très spécifique, très rigoureuse, avec un certain nombre de personnes identifiées dans l'entreprise qui doivent faire la même demande à un support technique. Bref, une procédure vraiment bien verrouillée. C'est quelque chose de complexe à mettre en place, ou aujourd'hui il y a des outils qui facilitent la mise en place de la sécurité, parce que tout ça me paraît quand même complexe à faire, la rotation des clés de chiffrement au moins une fois par jour. Je sais pas du tout quelle complexité ça a, et est-ce que c'est faisable par n'importe quelle entreprise lambda? Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir, ou est-ce que dans ce domaine-là, on est assisté énormément par le software? Deux réponses. Il faut que les systèmes puissent eux-mêmes automatiquement et par défaut chiffrer les données et gérer les clés de chiffrement eux-mêmes et changer les clés très régulièrement. Donc il faut que ça soit un dispositif par défaut dans toutes les solutions, dans tous les équipements. Et puis si un client veut avoir une surcouche de clés de chiffrement et gérer lui-même ces couches-là au niveau, etc. Il faut les systèmes IT, il faut qu'ils puissent se connecter à ces systèmes, à cette surcouche de chiffrement au niveau global pour pouvoir bénéficier justement de ces clés de chiffrement et cette rotation de clés de chiffrement. Donc il faut les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que un client lambda, vous avez des PME, c'est pas parce que tu as une PME peut pas s'offrir des boîtiers de chiffrement, des solutions complexes, etc. Il faut que sa plateforme de données chiffre ces données, qu'elle fasse cette snapshot et qu'elle puisse, si on qu'on puisse même pas avoir le choix d'activer ou pas la sécurité, c'est l'équipement offre une sécurité et donc va prendre des clichés, ces clichés-là va les conserver un certain temps suffisant et ces clichés sont même inaccessibles de l'administrateur. Au niveau donc de
ta vision de l'avenir. En tout cas, qu'est-ce que dans les prochaines années, tu penses que quelle partie du stockage va évoluer? Comment, si c'est la consommation, si c'est les technologies, s'il y a déjà des tendances qui se dessinent aujourd'hui et des évolutions? Est-ce que on est arrivé à un point où pour l'instant ça stagne, ou alors tu vois encore de gros changements à venir? Bon, côté matériel, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, mais je dirais c'est encore au stade de laboratoire. Il faut des gros investissements et une durée assez importante pour vraiment mettre au point une solution fiable et économiquement viable. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir de nouvelles mémoires très rapidement. Je dirais que dans les 10 prochaines années, le flash va continuer à s'étendre. Le flash n'est pas encore partout dans les data centers, donc il y a une grosse marge de progression pour le flash. Aujourd'hui, hein, on vend plus de flash que disques mécaniques, enfin tout du moins en revenus. Hein, les fournisseurs, leur revenu est majoritairement du flash. Le disque mécanique et la bande magnétique rapportent beaucoup moins que le flash. Donc les fournisseurs vont continuer dans cet axe-là à mettre du flash vraiment partout. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Je vois un avenir pour la NAND, ce qu'on appelle flash communément, pour les 10 prochaines années. Après, côté logiciel, je dirais, je pense que la plupart des clients sont d'accord pour cette gestion en multi-cloud hybride. La difficulté qu'ils ont, c'est de ne pas se retrouver loqué chez un fournisseur, c'est-à-dire qu'il faut que on puisse apporter aux clients la simplicité à déplacer une donnée d'un point à un point B et arrêter de le prendre en otage pour des raisons techniques ou économiques ou les deux. Donc bien malin seront les fournisseurs qui permettent de disposer de surcouches, je ne vois qu'une surcouche, qui permettent de virtualiser, si vous voulez, ce qui est en dessous, et qu'on soit chez le cloud provider 1 ou on-prem ou le cloud provider 2, finalement, tout ça c'est virtualisé, et j'arrive à passer de A à B à C le plus simplement possible. Donc la réversibilité de la donnée. Absolument. Ben, Gabriel, merci beaucoup en tout cas pour ce partage-là. C'était super intéressant. Est-ce que, en conclusion, tu as un mot à ajouter? Tu avais quelque chose encore à nous partager ou... Bah, je dirais ce que je disais tout à l'heure, on vit une formidable époque parce que on tourne une page informatique. Alors ça se produit pas tous les ans, hein, donc on a connu comme ça le passage du mainframe, la S400, de la bande magnétique, du disque. Là, on est à l'ère du flash, et puis à ces données qui sont distribuées et qu'on appelle non structurées. La croissance des datas, c'est plus dans le non structuré. Donc, on voit apparaître de nouvelles solutions. Les bases de données distribuées, les bases de données relationnelles sont plus suffisantes. Les plateformes de données centralisées deviennent des plateformes de données distribuées, etc. On est dans ce mouvement de consolidation, déconsolidation, consolidation, déconsolidation. Voilà, si on fait un flashback depuis 70 ans, ça a l'inconvénient de rendre peut-être un peu plus complexes les choses finalement, et donc il faut absolument. Donc le maître mot, je dirais, pour les fournisseurs, c'est que ils puissent apporter de la simplicité, parce que n'oublions pas que l'informatique, c'est avant tout un service qu'on donne à l'utilisateur, et il faut qu'il soit le plus simple possible. Et la simplicité est synonyme également de performance, de niveau de service, hein, de la disponibilité et d'évolutivité. Voilà. Donc le maître mot, la simplicité. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Retrouvez Gabriel sur LinkedIn et Pure Storage sur purestorage.com. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.